Bonjour à tous, merci d'être là. Je remercie le Centre Moussem de m'avoir donné cette opportunité de rencontrer de nouveau un public en Belgique. Hélas, les conditions sanitaires m'ont empêché d'être présente parmi vous physiquement. J'espère que cette vidéo pourra un peu compenser mon absence et que je pourrai nouer un dialogue imaginaire avec vous. Euh, je sais qu'il est difficile de faire un travail, de présenter dans une vidéo son propre travail. C'est un défi parce qu'on n'a pas de recul par rapport à ce qu'on fait. Mais je vais essayer, dans mon propos d'aujourd'hui, de vous parler un peu de ma démarche, de ce qui m'a conduite à écrire ces livres que je vais vous présenter rapidement à la caméra. Donc, mon premier livre, publié en mars 2016, s'intitule Les derniers jours de Mohammed, enquête sur la mort mystérieuse du prophète, publié donc chez Albin Michel à Paris en mars 2016. Puis, étant donné le succès du bouquin, il a été repris en poche l'année suivante, en 2017. Ce qui m'a encouragée d'ailleurs à enchaîner en traitant quasiment de la même période historique avec un cycle que j'ai intitulé Les Califes maudits, dont j'ai sorti les deux premiers tomes. D'abord La déchirure en février 2019 et le deuxième tome, c'est À l'ombre des sabres en octobre 2019. Le troisième tome est quasiment achevé et il sortira en 2021. Il devait sortir plus tôt, mais étant donné les circonstances sanitaires, la programmation de la sortie des livres a été légèrement décalée. Alors, la première chose dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo et qui correspond à une réponse à une question qu'on me pose systématiquement dans mes conférences. Les gens me disent, et là, vous avez fait des études de littérature et de civilisation française, qu'est-ce que vous êtes allé faire? D'ailleurs, un de mes amis m'a dit, quelle mouche t'a piqué? Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans l'histoire de l'islam des origines? Eh bien, j'ai deux réponses. D'abord, c'est que depuis toujours, je m'intéressais à l'histoire de l'islam, mais de loin. J'étais, comme dit Umberto Eco, une sorte d'islamologue en hibernation, mais bien sûr, ma carrière académique, mes travaux, ma thèse de doctorat, puis mon habilitation m'ont un peu éloignée de ce sujet qui m'intéressait depuis toujours. Et donc, il fallait qu'un élément déclencheur arrive. Dans mon parcours personnel, ça a coïncidé avec l'achèvement d'un grand travail académique, le dernier normalement que je devais faire, qui était l'habilitation. Et cette année-là, c'était la révolution tunisienne. Et avec la révolution tunisienne, la question de l'islam politique a été propulsée sur le devant de la scène. Et moi, j'adore les approches génétiques d'une manière générale, c'est-à-dire aller à l'origine du problème. Et je pensais tout le temps que l'islam politique n'était pas un simple phénomène contemporain. Il n'est pas né, l'islam politique, au XXe siècle. Il a des origines très profondes dans l'histoire de l'islam et je l'ai situé plus ou moins à la période fondatrice de l'islam, c'est-à-dire le moment capital qui a été une transition entre la mort du prophète et la naissance du califat. C'était un moment critique qui a permis à l'islam, après la mort du prophète, de survivre. Parce que l'enjeu pour les musulmans de l'époque, après la mort de Mohammed, c'était de survivre après la disparition du maître. L'islam devait être enterré avec le prophète. Et donc, pour moi, déjà, je suis partie avec cette hypothèse qu'il n'y avait pas d'islam politique, puisque l'islam est avant tout
une politique. Donc, en partant de ce postulat, avec toujours cette curiosité intellectuelle que de nombreux d'entre vous et de nombreux chercheurs qui m'écoutent sans doute connaissent, c'est qu'on part avec une idée et d'un coup on est la lecture, nous, comme une navigation, un peu comme Christophe Colomb qui voulait partir en Inde et qui se retrouve dans un monde nouveau. C'était comme ça ma recherche. Je suis partie avec cette hypothèse-là de prouver qu'en fait que l'islam a été depuis toujours une institution politique, essentiellement politique. Et je me suis retrouvée à enquêter sur la mort mystérieuse du prophète. Donc la mort mystérieuse du prophète, c'est un sujet honnêtement passionnant parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est un aspect méconnu de la vie de Mohammed. Et j'ai compris après coup pourquoi est-ce que c'est un aspect qu'on essaie tout le temps de passer sous silence. Parce qu'il est très embarrassant. D'abord parce que la tradition musulmane, aussi bien sunnite que chiite, n'arrive pas à trancher de quoi est-il mort juste. A-t-il été empoisonné par la juive de Khaybar? Parce que, évidemment, les juifs sont des prophéticides notoires. Ils ont assassiné Jésus, donc il est facile de les voir récidiver avec Mohammed. Ou bien est-ce qu'il a été atteint d'une maladie qu'on appelle en arabe Zat al-Janab et qui correspondrait plus ou moins à la pleurésie? J'étais étonnée, personne ne dit pourquoi est-ce que de quoi Mohammed est-il mort juste. Et là, j'ai commencé à remonter, à faire la reconstitution et j'ai découvert qu'en fait, l'ombre de l'assassinat politique n'était pas totalement lointaine. Mohammed a été malmené par son entourage, quand surtout sa dernière maladie a commencé à présenter des signes très inquiétants. Donc tout le monde a compris que c'était la fin. Donc la question de la succession est devenue brusquement d'actualité. Les convoitises, les ambitions des membres de sa famille, de ses compagnons, devenaient vraiment quelque chose d'explicitement affirmé. Et lui-même d'ailleurs, parce qu'il a été affaibli, il a été quasiment isolé, séquestré. J'en parle d'ailleurs dans le bouquin, il y a une séquestration. On l'a même privé de dicter ses dernières volontés dans un testament. Et après sa mort, là c'est l'image qui m'a le plus choquée, interpellée, c'était de voir qu'on a abandonné son cadavre pendant 3 jours. Imaginez, il est mort en juin dans le soleil torride de l'Arabie, un corps abandonné pendant 3 jours, parce qu'ils étaient en train de régler la question de la succession, à se bagarrer. Et donc vous imaginez qu'il n'a été enterré que lorsque son cadavre a montré des signes de putréfaction. Et là, je suis étonnée. Et cette sacralisation excessive qu'on fait de Mohammed, qui paraît parfois plus vénéré que Dieu lui-même aujourd'hui. Je me suis dit, c'est sans doute un sentiment de culpabilité, parce que c'est resté un peu enfoui dans l'inconscient collectif des musulmans. Un prophète malmené durant les derniers mois de sa vie, un prophète qui a été abandonné par les siens et à qui on a refusé le minimum d'hommage qu'on peut rendre à un homme mort. Je crois que c'est resté enfoui quelque part dans l'inconscient collectif des musulmans. C'est pour ça que maintenant, sous prétexte de surprotéger le prophète, on s'offusque, on crie au blasphème à tout bout de champ. Et Mohammed a été un peu enfermé, fossilisé. On refuse de le représenter, on refuse de le... je ne parle même pas de caricature, on refuse même de le représenter dans une image sublime, etc. Il est passé sous silence. Et en même temps, j'avais une autre explication à cela. C'est que la dernière période de la vie de Mohammed était une période très critique.
dans l'histoire de l'islam. Il a subi des tentatives d'assassinat, il y avait des rébellions un peu partout dans la péninsule arabique contre son autorité. Ce n'était pas du tout l'image de l'apologie musulmane, d'un Mohammed triomphant, etc. Il avait beaucoup d'ennemis, aussi bien des ennemis lointains que des ennemis intimes. Je crois que ça ne servait pas beaucoup l'image de Mohammed. Il fallait que Mohammed apparaisse dans les textes de propagande islamique comme un personnage tout-puissant, un grand Manitou. Et d'ailleurs, ça servait beaucoup comme outil de légitimation au pouvoir autoritaire, au pouvoir despotique qui ont jalonné toute l'histoire des pays musulmans. Le deuxième point, la plus technique, qui m'a vraiment interpellée en travaillant sur cette période-là, les derniers jours de Mohammed, sa mort, puis sa succession, parce que la période que je décris, là on est sur 3 livres, mais en fait c'est une période très courte de quelques mois, tout s'est joué en quelques mois. Donc le deuxième point qui m'a interpellée, c'est que même dans les sources sunnites, qui sont d'habitude moins polémiques que les sources chiites. Les chiites sont dans l'opposition politique, donc ils sont toujours un peu turbulents. Hein. Ils remettent en cause la version officielle de l'histoire. Ben, même dans les sources sunnites, j'étais très surprise de voir que l'image qu'on nous donne des premiers califes, notamment Abu Bakr et Omar, qui vont succéder immédiatement à Mohammed, leur image n'est pas toujours très glorieuse. Parce qu'on les voit comme personnages ambitieux. Omar, c'est lui qui a empêché le prophète de dicter son testament. Abu Bakr qui apparaît toujours comme un homme très simple, extrêmement humble, très calme, il a mené des guerres impitoyables qu'on appelle les guerres d'apostasie pour pouvoir instaurer avec une main de fer le premier califat de l'histoire de l'islam. Donc tout cela m'a invité à revisiter la version un peu trop lisse, un peu trop rose qu'on nous a enseignée depuis toujours à l'école ou même dans la transmission orale, culturelle que, en tant que native d'un pays musulman, j'ai reçue. Donc ça a été vraiment une révélation aussi bien au niveau des informations que je partage avec le lecteur qu'au niveau aussi du rapport lui-même avec les textes de la tradition qui nous invitent franchement à avoir ce point de vue critique qui, à mon avis, doit être salutaire pour que l'islam sorte de cette crise, surtout la crise de la violence qui l'enchaîne, qui le sclérose et qui maintenant rejaillit sur le monde entier. La question qui pourrait se poser d'une manière tout à fait légitime est là, qu'est-ce que vous nous apprenez de nouveau, puisque vous travaillez sur les sources de la tradition, que d'autres ont lu, ont décortiqué avant vous, qu'est-ce que vous apportez de nouveau? La réponse est très complexe parce qu'en fait, personne ne peut avoir la prétention de dire voilà, j'ai apporté quelque chose de nouveau. Mais je crois que j'ai attiré l'attention déjà sur une période critique de l'histoire de l'islam qui répond un peu en écho à la crise actuelle du monde musulman, surtout la crise de la violence. Violence interne qui déchire le monde musulman de l'intérieur et violence externe, c'est-à-dire on fait irruption dans l'univers de l'autre sous prétexte qu'on va le conquérir ou lui transmettre le message, mais en fait c'est pour le dominer. Je m'explique. Je n'ai rien inventé, clairement. D'ailleurs, dans tous mes livres, les notes, des références et tout occupent quasiment le tiers du bouquin, la bibliographie, etc. C'est un travail avant tout scientifique. Et d'ailleurs, la sensibilité du sujet m'invitait vraiment à la prudence et donc à veiller à ce que toutes les informations que je donne soient étayées par les sources de la tradition sunnite et chiite. Donc comme je n'invente rien et que tout est là,
quel serait mon apport? Ben, le travail sur la forme, le récit. J'ai choisi une forme narrative, non pas romancée, ce n'est pas une fiction, une forme narrative qui essaye de reconstituer l'ordre chronologique des événements, dernier jour de Mohammed, sa mort, puis conflit pour la succession, et ensuite guerre d'apostasie pour imposer le califat à toute l'Arabie. Et cet agencement chronologique narratif n'a jamais été tenté jusque-là. Moi, je pense que ce que chacun de nous pourrait apporter, chaque chercheur pourrait apporter, ce n'est pas de réécrire l'histoire, c'est-à-dire de ressasser ce qui a été déjà dit. On n'est pas là pour la répéter, mais de la recréer. La recréer avec des mots modernes, avec l'histoire contemporaine à l'horizon. J'avais au départ, honnêtement, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre sur cette période-là. Je voulais simplement lire pour ma propre culture, pour comprendre le monde dans lequel je vivais. Et j'avais choisi le passé comme clé pour comprendre le présent. Mais brusquement, en prenant des notes, je voulais un peu les classer, mes notes, et j'avais éprouvé le besoin de réécrire mes notes avec mes propres phrases. Ce n'est pas simplement une copie de quelques citations. Et ce besoin de me réapproprier l'histoire, c'est à trouver une forme, comme dit Rimbaud, il fallait trouver le lieu et la formule. Et la formule que j'ai trouvée, c'était le récit. J'étais une lectrice, je le suis toujours, de Paul Ricoeur. Il disait en fait que l'écriture de l'histoire, c'est vraiment le cœur de l'écriture de l'histoire, c'est la mise en intrigue. Donc j'avais besoin de créer une intrigue. D'abord une intrigue policière avec l'enquête sur la mort mystérieuse du prophète. Puis dans les deux livres, les deux premiers de la série Les Califes maudits, La déchirure et À l'ombre des sabres, l'intrigue c'était la malédiction de la fille du prophète. Le récit a plusieurs avantages. D'abord, il a une vertu pédagogique extraordinaire. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est de ne pas parler aux érudits. Les érudits, je ne leur apprends rien. Ils savent tout ce que j'ai écrit, ils le savent. C'était de communiquer avec un large public. Et je pense que leur offrir un essai très théorique, une spéculation intellectuelle sur le passé, d'ailleurs le marché est saturé d'essais théoriques, je pensais qu'en fait, pour mieux communiquer ces informations-là, la forme narrative était la forme idéale. Et en plus, elle me permettait de ne pas prendre position, puisque l'enchaînement logique des événements, l'enchaînement chronologique des événements, fonctionnait comme un principe explicatif. Je n'avais pas besoin de commenter en fait. Je n'avais pas besoin de dire que les compagnons de Mohammed étaient préoccupés par la succession politique beaucoup plus que par l'islam comme religion. Le traitement qu'ils ont fait subir au prophète et leur attitude au lendemain de sa mort parlent toutes seules. C'est ça, le récit est un principe économique extraordinaire. Et en plus, il introduit une dimension esthétique. Et on a besoin de renouer dans l'écriture de l'histoire de l'islam avec cet aspect esthétique. Le prologue de mon premier livre s'intitule « Dessine-moi un prophète ». Moi, je n'ai pas un portrait loin d'être caricatural du prophète. C'est au contraire un personnage tragique que j'ai dessiné avec les mots. Un personnage qui souffre, qui vivait un abattement physique et psychologique, qui lui-même, à la fin, se désintéressait du message religieux. Il a fait son discours de l'adieu dans le pèlerinage de l'adieu en disant « Ma mission maintenant est terminée, c'est fini ». Il a annoncé la fin de la prophétie avant même sa mort. Donc on voit quelqu'un qui se détache progressivement de son statut de chef spirituel et aussi de chef politique. Et donc, c'est un personnage qui est
qui est hissé au rang des grands personnages de tragédie grecque. Même chose d'ailleurs, c'est pour ça que je parle encore de préoccupation esthétique dans le récit, c'est avec le personnage de Fatima dans Les Califes maudits, la fille du prophète qui est morte d'ailleurs dans des circonstances tragiques peu de temps après son père. C'est la figure d'Antigone. Elle a défié l'autorité de successeur de son père qu'elle a déshérité, qu'il a privé même de son legs financier, et je crois aussi qu'elle avait des prétentions politiques. Mais évidemment, la représentation très machiste qu'on a de l'histoire de l'islam a relégué le rôle de Fatima au second plan. Et on parle de sa mort et de sa dispute avec le successeur de son père, le premier calife, comme quelque chose d'anecdotique. Les chiites, eux, au contraire, ont amplifié ce conflit pour l'exploiter ou l'instrumentaliser dans leurs revendications politiques. Mais moi, je me situe loin de cette polémique sunnite-chiite. D'ailleurs, tout le monde aura remarqué en parcourant mes livres que je fais appel aux deux sources d'une manière non hiérarchisée, sans aucune précision, sans aucun parti pris idéologique. Honnêtement, je vous fais la confidence, le conflit sunnite-chiite est vraiment le cadet de mes soucis, parce que je crois que c'est un conflit essentiellement politique, mais on l'a transformé en conflit religieux. En fait, la grande question pour les deux, c'est qui a la légitimité du pouvoir. Et je crois que maintenant, dans le monde moderne, 14 siècles après ce conflit, tout cela est obsolète. Et maintenant, il est ranimé d'une manière artificielle, ce conflit, parce que maintenant, il est cristallisé par l'opposition entre l'Arabie saoudite et l'Iran, etc., entre les Perses et les Arabes. C'est une vieille bagarre qui ne m'intéresse absolument pas en tant que chercheur et en tant que lectrice de la tradition. Donc, je crois que là aussi, j'ai commencé mon propos par mettre en évidence, mais en toute humilité, de l'originalité, mettre en évidence l'originalité de mon travail. Et là, j'ai essayé de désamorcer un peu le conflit sunnite-chiite en regardant les sources, les deux sources qu'elles disent sur un événement particulier. Et là, grande surprise, grande révélation, les sunnites et les chiites disent la même chose. Après, c'est une affaire d'interprétation et donc de manipulation idéologique. Alors, pourquoi parler de cette histoire si vieille de 14 siècles? Pourquoi est-ce qu'elle nous concerne encore aujourd'hui? Eh bien, parce que la plupart des conflits qui déchirent le monde musulman, ils sont nés pendant cette période critique entre la mort du prophète et sa première succession. Si vous prenez par exemple le conflit sunnite-chiite qui va éclater certes quelques années après la mort de Mohammed, on va voir que les graines de ce conflit ont été semées au lendemain de la mort du prophète. Si on prend par exemple la guerre sacrée, le djihad, il a été mis en place avec la création du premier califat, parce que l'enjeu était important pour les musulmans survivants, ceux qui sont restés après la mort du prophète. Il y avait une vague d'apostasie, puisque les gens disent maintenant que Mohammed est mort, l'islam n'existe plus. Donc ils ont complètement dénoué le lien qui les rattachait à l'islam, et ils se sont dit, on va revenir aux religions de nos ancêtres. Et tous les proches compagnons de Mohammed se sont retrouvés menacés par cette défection généralisée des tribus arabes, d'où les guerres d'apostasie que je relate dans le dernier volume que j'ai publié des Califes maudits à l'ombre des sabres, et dans lequel je montre en fait deux choses. Comment la naissance du califat a tout de suite été associée à une violence inouïe, à des guerres un peu comme celle que Daesh a mené, des guerres d'une violence inouïe. Et donc, c'était pour les gens de l'époque, l'enjeu était un enjeu de survie. C'était soit ils étaient tueurs, ou soit ils étaient tués.
Et donc Abu Bakr, avec Omar, qui sera son successeur comme deuxième calife, vont mener ces guerres impitoyables. Moi, j'essaie de contextualiser ces guerres-là en disant qu'en fait, ils n'avaient pas trop le choix. Ils devaient mener ces guerres-là parce que la meilleure manière de se défendre, c'était d'attaquer. Mais en même temps, je n'avais pas perdu de vue le monde contemporain, c'est-à-dire montrer à quel point Daesh n'a fait que copier-coller, vraiment, c'est un calque à la lettre de ce que Abu Bakr et Omar ont fait pendant les guerres d'apostasie, c'est-à-dire nous sommes vraiment entre les années 632-634, 2 ans à peine après la mort de Mohammed. J'avais donné d'ailleurs dans le texte de la conférence que vous avez sur le site et j'aimerais avoir des questions même en ligne pour essayer de répondre à vos interrogations. Dans le texte que je vous ai remis, je parle de ce geste qui nous a tous horrifiés quand les gens de Daesh ont brûlé vif ce pilote jordanien, El-Kassas. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Mais en fait, ce n'était pas du délire. C'est des gens qui connaissent le texte, ils connaissent l'histoire de l'islam. Et l'un des premiers gestes ordonnés par le premier calife Abu Bakr, d'ailleurs, Ibrahim Awad a choisi le pseudonyme Abu Bakr, ce n'est pas hasard, c'est le premier calife de l'histoire de l'islam, il a ordonné qu'on mette le feu dans un personnage, un personnage qui s'était opposé à lui. Et donc, franchement, ce référent historique que nous trouvons actuellement dans les mouvements terroristes qui nous plongent toujours dans l'horreur et l'incompréhension, eh bien, il suffit simplement de lire l'histoire de l'islam et de voir comment cette histoire-là, parce qu'elle a été entièrement verrouillée, parce qu'on n'y avait pas accès, eh bien, elle est devenue un jouet entre les mains de criminels qui maintenant, sous couvert de protéger l'islam, sous couvert de faire triompher l'islam, ont piégé le monde dans la violence. En fait, l'histoire de l'islam est jalonnée de violence. Toutes les histoires sont jalonnées de violence. Mais le problème avec l'histoire de l'islam, c'est que cette violence-là a été trop longtemps sacralisée. Et pour la désacraliser, on n'a pas besoin de la caricaturer. Il suffit simplement de la rendre à l'histoire, c'est-à-dire à sa dimension humaine. Je vous remercie de votre attention.